Alors, votre découverte de l'Afrique, vous, ça s'est produit quand? C'est produit en 1941. En pleine guerre? Après la première manche française, vous savez on s'est arrêté, on a fait la pause. Quand vous aviez perdu une bataille? On avait perdu la première, mais pas. J'étais à ce moment-là ingénieur des ponts et chaussées. Et je suis parti en Afrique pour être un bâtisseur d'empire. Ou un mainteneur d'empire? Non, c'est des bâtisseurs d'empire. Et je suis parti comme ingénieur au Niger. On m'a donné une subdivision de travaux publics et je bâtissais des routes et des ponts. Excusez-moi, mais je vais revenir sur votre expression bâtisseur d'empire. Vous l'avez répété 2 fois, ça veut dire qu'il y avait quand même un certain contenu mystique ou quelque chose de... Non, je l'ai employé un peu en termes dérisoires parce qu'à ce moment-là, le gouvernement de Vichy était basé sur l'Empire et tous les fonctionnaires qui partaient étaient bâtisseurs d'Empire. Je me faisais adresser mon courrier, Jean Rouge, bâtisseur d'Empire à Niamey. J'avais de grands ennuis avec la censure locale. Vous dites que vous étiez à Niamey. Nous, on sait que c'est en Afrique, quelque part sur la carte, mais est-ce que vous pourriez nous situer ça un petit peu plus exactement? Niamey. Niamey, c'est la capitale du Niger. Le Niger est au nord de la Nigeria. Nous sommes à la limite de l'Afrique sédentaire et de l'Afrique nomade. Sur le bord du Niger, fleuve de 4000 km de long. L'Afrique sédentaire, l'Afrique nomade, c'est un rapport avec la géographie, ça? Oui, bien sûr. Nous sommes en Afrique des savanes et le Niger est un territoire coupé il y a le Sahara au nord, Afrique des Touaregs. Afrique sédentaire de pasteurs plus ou moins sédentarisés, de cultivateurs de mil. Et au sud, c'est l'Afrique de la savane boisée et de la forêt qui commence en Nigeria. Donc c'est un pays intermédiaire qui n'est pas très loin, si vous voulez, de Tombouctou. On rejoint la légende. Oui. De toute façon, Tombouctou n'existe pas, donc... Alors vous arrivez à Niamey, il y a 800 Européens à peu près sur 20 000 habitants, et qu'est-ce que vous trouvez alors? Qu'est-ce qui vous frappe? Ce qui me frappe, c'est... En 1941. En 1941, c'est d'une part cette position un peu absurde des Européens que je rencontre, qui fait que je les vois de moins en moins et finalement je ne les vois pas du tout. Et d'autre part, on me demande de faire des routes et des ponts à une époque où il n'y a rien, où il n'y a pas de matériel, où il n'y a pas de bulldozer, il n'y a pas de camion, on circule en gazogène. Et je suis à la tête d'une circonscription qui emploie 10 000 ouvriers africains. Et très rapidement... Autrement dit, tout se fait à la main ou à peu près? Tout se fait à la main, on porte c'est ce qu'on appelle l'époque du petit panier, c'est l'époque du travail forcé. Alors quand on rit un peu des Chinois aujourd'hui qui font ça, on a fait un peu la même chose quand on était obligé. C'était le système de l'impôt de capitation. On ne pouvait pas faire payer l'impôt dans ces pays, donc on demandait à des chefs de village d'envoyer 10 jeunes gens ou 15 jeunes gens pour travailler pendant 1 mois ou pendant 2 mois. Et l'impôt était payé pour le village. Donc des jeunes hommes se trouvaient sur un chantier à faire un travail qu'ils n'avaient pas demandé. Et il s'agissait de savoir, par exemple, lorsqu'on s'apercevait qu'un chef de village renvoyait toujours les mêmes 10 jeunes gens, pourquoi c'était cela et pas d'autres. Alors là, j'ai commencé, si vous voulez, à m'intéresser à ce problème, qui était un problème humain. J'avais déjà fait des études d'ethnologie quand j'étais à l'école des ponts et chaussées à Paris. Et je m'en suis servi pour essayer de comprendre quelque chose de cette Afrique à laquelle je ne comprenais rien, à laquelle je m'en suis aperçu également. C'était un peu un sujet de marasme, pas grand monde ne s'intéressait. Il y avait quelques blancs qui étaient là, qui vivaient en cercle fermé. Ils étaient entourés d'une Afrique qui était à leur porte. Le dimanche, il y avait des tambours qui jouaient. Et je leur demandais quelquefois, mais quels sont ces tambours? Ils disaient, oh, c'est le tam-tam. Cette espèce d'isolement tragique d'une petite communauté terriblement provinciale a été pour moi une découverte également tragique, et j'ai essayé de savoir ce qu'il y avait de l'autre côté. Excusez-moi, entre parenthèses, M. Rouge, c'est un jugement assez terrible que vous venez de porter sur un des corps du système colonial. Je ne sais pas s'ils étaient tous pareils, mais ces gens isolés qui ne s'intéressent, vous avez dit, à peu près à rien de ce qui les entoure, et qui sont quand même les représentants dans toute une région du pays colonisateur. Bah, si vous voulez... Et ça après un siècle, à peu près, de présence? Non, faut pas exagérer, à ce moment-là, il y avait 40 ans. Les 40 Français ans. sont arrivés en 1900. Non, je ne vais pas noircir le tableau, mais c'est vous qui venez de le tracer. Mais je noircis, le tableau est ainsi, c'est normal. C'est celui d'une communauté d'étrangers qui est venue là pour exercer
des activités techniques. Et à ce moment-là, à partir du moment où ils exercent ces activités, le reste ne les intéresse pas. Ils faisaient bien leur métier. Ça revient à dire qu'ils les exercent un peu dans le vide. Si les gens à qui s'adressent normalement ces activités-là ne les intéressent pas, c'est-à-dire les Africains. Là, c'est vous qui noircissez. Je prends un exemple précis qui n'est pas dans mon métier. Si prenons-le dans mon métier, par exemple, mon chef de service était un excellent ingénieur, les routes qu'il a faites, les ponts qu'il a fait étaient excellents, mais lui, ça lui était complètement égal. Les gens qui circulaient sur ces routes et sur ces ponts, il faisait son métier d'ingénieur, comme il l'aurait fait à Lons-le-Saunier, à Besançon ou à Montréal. Mais est-ce que la même chose s'appliquait aux administrateurs? Pour les administrateurs, c'est beaucoup plus difficile. La matière qu'ils sont censés quand même influencer, c'est la matière humaine. Vous aviez, dans l'Afrique de cette époque-là, plusieurs catégories de gens. Il y avait les techniciens. Les techniciens étaient en général d'excellents techniciens. Je vous donne un exemple pour dénoircir le tableau tout de suite. Les médecins étaient d'excellents médecins. Le corps de santé qui existe encore est un corps merveilleux. Par exemple, nous avons supprimé la maladie du sommeil en 20 ans. C'est quand même quelque chose. Effectivement, avec le même système, qui est entre nous soit dit exactement le même système que celui du docteur Schweitzer. Le docteur Schweitzer est un monsieur qui ignore les Africains. Il est venu là pour les soigner parce que ce sont des malades, mais qu'ils soient africains ou autre chose, ça n'a aucune importance. C'est un technicien qui a vis-à-vis des Africains une position extrêmement difficile. Alors Schweitzer pour vous est un homme de l'ancienne époque. Schweitzer pour moi est un raciste. À ce point-là? Comment? Vous voulez dire qu'il y a quelque chose de froid et de purement technique? Non, c'est un médecin raciste qui est là, qui considère que la médecine européenne est infiniment supérieure à toutes les médecines africaines et qui n'essaiera jamais d'apprendre quelque chose des Africains. Alors, cette espèce d'apôtre de l'Afrique, enfin l'apôtre suprême, avec la légende qu'on a créée autour de lui, dont on l'a tout enveloppé, Schweitzer l'Africain, c'est pas tout à fait vrai pour vous? C'est certainement un homme qui a donné sa vie aux autres, mais il est un peu dommage que se trouvant en Afrique, par exemple, il ne se soit pas intéressé davantage à l'Afrique. Il est un peu dommage qu'étant dans un pays où il y a une splendide musique africaine, il fasse du bac. Il est un peu dommage que dans un pays où le révérend père Temples a découvert la philosophie bantoue, il écrive un livre sur la philosophie indienne. Si vous voulez, je considère que il a un petit peu perdu son temps. Il aurait pu, lui aussi, être comme ces gens dont je vous parlais à Niamey. Il était comme ces gens dont je vous parlais à Niamey. Il est là, il fait son métier, il le fait bien, je ne le critique pas, mais il pouvait peut-être aller un peu plus loin, essayer non seulement d'apprendre quelque chose aux Africains, mais d'apprendre quelque chose des Africains. Et ça, c'est le pas difficile. Et ça, en fait, c'est la définition, je crois bien, puisque vous avez commencé par ce mot-là, que vous donneriez du racisme en Afrique. Exactement. Je considère qu'un homme est raciste en Afrique quand il va là-bas pour apprendre quelque chose, pour y exercer son métier, mais qui n'essaye pas lui-même d'apprendre quelque chose. Non, ça nous amène vis-à-vis des Africains noirs, à une définition du racisme qu'on trouve à peu près partout, par exemple aux États-Unis, aussi bien que, je crois bien, en Afrique, c'est que le noir, on dirait, pour les gens qui sont racistes à son égard, est considéré comme un être qui, presque congénitalement, est inférieur, dont on peut rien apprendre, à qui on peut peut-être apprendre à devenir à peu près notre égal, même pas, mais qui est inférieur depuis la création, quoi. Est-ce qu'il y a un peu ça, au fond? Non, je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin. Plus loin, bien sûr, c'est-à-dire un homme qui est inférieur non seulement individuellement, mais dont la culture n'existe pas. Et c'est cela, si vous voulez, moi, ce qui m'a frappé le plus souvent chez des Européens en Afrique, même aujourd'hui, c'est que pour eux, l'Afrique n'existe pas. Il n'y a pas de cultures africaines. Les Africains étaient des sauvages. Les Africains étaient des gens qui faisaient la chasse aux têtes, qui étaient cannibales. Et la seule chose que l'on puisse faire, c'est d'en faire des chrétiens, c'est d'en faire des imitateurs, des Français, des imitateurs de ce que nous sommes. On leur a dit, imitez-nous. Et en fait, si on voulait aller très loin, on leur a pas appris beaucoup plus de choses que cela. Pourquoi? Parce que, effectivement, ça demande un effort considérable. Ça demande un effort considérable d'aller dans une culture étrangère et d'oublier sa propre culture, d'essayer de comprendre des gens dans les manifestations où sont, mais alors là, parfaitement étrangères. Essayer de savoir ce qu'il y a derrière une danse, ce qu'il y a derrière cette musique qui est vraiment difficile à comprendre. Vous écoutez ce tam-tam dont parlaient les Européens de Niamey pendant des heures et pendant des heures, bien au début vous avez mal à la tête, et puis vous apercevez qu'il y a quelque chose, qu'il y a un rythme extraordinaire, que derrière ce rythme il y a des gens qui dansent, et que ces gens en dansant font quelque chose.
Au Niger, que je connais, on continue à faire des danses de possession. Le Yenendi, la danse pour la pluie, qui se fait le 7e jour du 7e mois de la saison sèche, où l'on immole un bouc noir, et le marabout du village ne sera pas le dernier à donner son obol pour ce sacrifice. Et c'est pas seulement du folklore, on y croit. Comment? Bon. Alors derrière, ça nous amène à ce qu'on connaît peut-être le mieux de loin, la carte de l'Afrique qui est toute découpée selon les normes du système colonial. On en a fait des pays qui s'appellent aujourd'hui Ghana, Côte d'Ivoire, on appelle ça des républiques. Il y a des institutions à l'européenne. Est-ce que ça aussi c'est du plaqué jusqu'à un certain point ou est-ce qu'ils y croient? Ils s'en servent évidemment, mais... Vous savez, certainement ils y croient. Ils y croient parce que ils sont pris eux-mêmes dans cette histoire. Mais en fait, ces frontières ne correspondent pas à grand-chose. La frontière nord du Ghana passe au milieu de groupes ethniques qui sont soit en Côte d'Ivoire, soit en Haute-Volta, soit au Ghana. La frontière nord de la Nigeria, qui est indépendante l'année prochaine, coupe le pays Haoussa en deux. Mais il y a une sorte de structure administrative qui vient de ce découpage administratif. Est-ce que derrière ceci, il faut considérer qu'il y a des nations, qu'il y a une nation? Là, les théories sont opposées. Sékou Touré. Est-ce qu'il y a des nationalismes ou un nationalisme africain ou s'il n'y en a pas du tout? Il y a cette espèce de communauté. C'est difficile à dire lorsque l'on parle de la nation du Ghana. La nation du Ghana correspond à un territoire, un ex-territoire britannique dont les frontières ont été délimitées par des administrateurs britanniques et français et qui a eu une histoire commune depuis une quinzaine d'années, qui a été l'histoire de l'indépendance. Lorsque l'on parle de la nation guinéenne, c'est à peu près semblable. Est-ce que ces 15 années de lutte contre le colonialisme ou l'impérialisme sont suffisantes pour bâtir une nation? Est-ce qu'il faut se rattacher aux traditions africaines? Là, ça devient beaucoup plus complexe. Et on a l'impression que quand même on a besoin d'autre chose. Kwame Nkrumah a appelé son pays Ghana, alors que le Ghana n'a pratiquement absolument aucun rapport, le Ghana actuel, avec l'ancien Ghana, qui était l'un des premiers grands empires noirs, pour une raison historique, pour lui donner justement un contexte historique que son pays n'avait pas. Lorsque le Sénégal et le Soudan appellent leur pays Fédération du Mali, c'est encore pour donner un contexte historique. Mais alors là, nous tombons dans quelque chose de beaucoup plus difficile et de beaucoup plus grave. Parce que Mali, entre parenthèses, ça rejoint ça aussi un vieil empire. Oui, mais qui lui était sur place. Ah bon, c'est-à-dire que oui, ça correspond. Le Malinké Bambara était effectivement installé dans la région de Bamako, au sud de Bamako, entre le Soudan actuel et la Guinée. Mais alors, à ce moment-là, c'est la reconstitution d'une histoire qui n'a plus rien à voir avec l'histoire actuelle. Je m'explique. L'Afrique des grands empires, c'est l'Afrique des savanes. Là où il y avait des chevauchés, là où les gens pouvaient voir l'horizon, là où on regardait ce qu'il y avait derrière, où il y avait des contacts avec l'islam, où il y avait des contacts avec les géographes arabes. L'Afrique que nous avons découverte, l'Afrique européenne, c'est l'Afrique des côtes. Afrique marginale, comme disait Monod, qui a été découverte par des marins. Pendant des siècles et des siècles, nous n'avons connu de cette Afrique... Et aussi par les trafiquants d'esclaves. Que les petits comptoirs, ces petits comptoirs de trafiquants d'esclaves, justement. Et nous ne connaissions des cartes que cette petite marge de port ou des gades où les bateaux venaient s'arrêter. Or, cette Afrique-là, cette Afrique de la côte, c'est l'Afrique des forêts. L'Afrique où les gens ne savent pas ce qu'il y a derrière. L'Afrique de gens qui sont des individualistes, des gens qui vivent à l'échelon du village. Et, par une sorte de paradoxe, c'est à partir de la côte qu'actuellement se crée l'Afrique. Or, il y a derrière toute cette savane impatiente, qui sait ce que c'est que le pouvoir politique, qui sait ce que c'est que les grands États. Alors, si l'on reconstruit une Afrique basée sur ces grands États, c'est une Afrique de savane. C'est une Afrique de savane qui risque de descendre vers la côte, et à ce moment-là, d'avoir une importance politique considérable, car c'est elle, le Mali, le Ghana, le Gao, le Sonrail, le Bornou, les pays Haoussa. Ce sont des gens de la savane. Sur la côte, il y avait ces petits États impliqués d'ailleurs dans le trafic des esclaves. Mais les grands États, les grandes organisations politiques, ce sont celles des pays pauvres. Si vous voulez, ce paradoxe actuel, les grands États politiques ne pourraient exister que dans des pays qui n'ont pas de ressources naturelles. Et ça, la pauvreté, pour ainsi dire, partie intégrante du pays. Est-ce que c'est pas le problème de l'Afrique? Bon, et le problème auquel se heurtent, par exemple, ces gens qui aujourd'hui, comme Nkrumah ou Sékou Touré, essaient de créer des États et des nations? Évidemment. Et c'est le problème, si vous voulez, on peut considérer que pour le Ghana a une chance économique.
incroyable. Le Congo a une chance économique incroyable, mais néanmoins, il est nécessaire de faire appel à des techniciens extérieurs, il est nécessaire de faire appel à des capitaux extérieurs. Et c'est là que l'Afrique actuellement est en bascule. Pourquoi? Parce qu'il y a deux systèmes. Il y a le système capitaliste, le système marxiste. Lequel choisir? Il semblerait que Nkrumah choisirait le système capitaliste américain, il semblerait que Sékou Touré choisirait plutôt le système marxiste. Alors, en dépit, parce que ça reste toujours des souvenirs au moins partiellement pénibles, en dépit du souvenir de l'époque coloniale, ils se raccrochent à l'Europe pour l'instant. Ils se raccrochent à l'Europe en considérant, ils savent qu'ils ne peuvent pas être, que l'Afrique ne peut pas rester un continent solitaire. Ils savent très bien que... Tout seuls, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas, ils ont besoin de techniciens, ils ont besoin d'aide extérieure, ils ont besoin de quelque chose. Ils sont de culture française. Et cela... Ou britannique. Ou britannique, et ça, il n'y a rien à faire. Si vous voulez dire, on parlait tout à l'heure de ces divisions, mais c'est absolument net. Lorsque vous traversez la frontière du Ghana et de la Côte d'Ivoire, ce sont les mêmes gens, c'est le même stock ethnique, mais ce sont deux mondes qui maintenant sont différents. Et là-dessus, M. Rouge, si on abandonnait à l'avenir et à la providence cette évolution africaine, qu'elle soit politique ou sociale, peu importe, la façon dont ça tournera, puisque personne ne peut le prévoir, et qu'on revenait à cette expression que vous venez d'employer, le stock ethnique. C'est une expression extrêmement spécialisée. Ça, Hélas, oui. Excusez-moi, je vais vous dire que ça vous ramène presque à la définition que vous donniez du travail de Schweitzer. Est-ce que vous êtes un spécialiste, vous aussi, qui vous occupez du stock ethnique scientifiquement, froidement, ou si vous vivez avec eux et que vous les voyez vivre, vous participez un peu à leur vie? Oui, le mot stock ethnique est un mot que l'on devrait employer lorsqu'on est anthropologue ou sociologue, puisque vous savez que le sociologue en principe est un monsieur qui considère que les hommes sont des choses. C'est Durkheim qui a découvert cette définition, ce qui permet effectivement l'existence d'une science humaine. Mais l'expérience montre que lorsque vous prenez un observateur qui devrait avoir les yeux secs du savant de Bacon, vous apercevez que, en règle générale, s'il reste longtemps au milieu d'un même groupe de gens, très rapidement, il est impossible de rester cet observateur invisible, cet observateur qui n'existe pas, cet observateur qui ne prend pas parti. Et il est possédé par son sujet, quoi. Lorsqu'avec un certain machiavélisme, vous m'avez posé les questions précédentes, vous êtes bien aperçu que je ne répondais pas du tout en tant qu'observateur. Non, vous êtes impliqué. Absent, mais impliqué. Actuellement, je suis anthropologue et je connais depuis 1941, pour vous donner cet exemple, comme par hasard, je retourne toujours à Niamey. Pourquoi? Parce que je connais ces gens, parce qu'ils me connaissent. Et c'est peut-être une des conditions essentielles. C'est votre port d'attache, quoi. Oh, ce port d'attache. Vous avez l'air de parler de cela, a girl in every port. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Enfin, c'est l'endroit que vous connaissez. C'est l'endroit que je connais, et c'est l'endroit où les gens me connaissent. C'est-à-dire, si vous voulez, je suis au Niger, je me considère comme chez moi, et je peux parler librement avec les gens du Niger, et les gens du Niger me parlent librement. Ils me connaissent depuis l'époque où j'étais ingénieur, ils savent ce que j'y ai fait à cette époque, et depuis ce que j'y fais. Et c'est là que vous avez pu prendre alors ces documents cinématographiques dont on a fait une révélation, parce qu'il y avait beaucoup d'intimité, c'était une sorte de découverte de l'Africain. Oui, et mon truc c'est peut-être simplement celui-là. Simplement que j'étais un étranger dans une culture étrangère, mais qu'en fait, j'essayais de ne pas être tout à fait un étranger, étant donné que je la connaissais relativement bien. Que les gens avec lesquels je faisais des films, si je ne les connaissais pas personnellement, eux me connaissaient depuis longtemps et nous étions dans un état, dans une confiance parfaite. Ce qui est pour moi le côté essentiel, aussi bien dans la recherche anthropologique. Au point de pouvoir les accompagner avec votre caméra dans à peu près toutes les étapes de leur vie, quoi. Non, parce qu'il y a quand même une certaine pudeur qui existe. Oui, presque. Ah non, enfin, il faut bien s'arrêter. Mais de toute façon, oui, c'est-à-dire que je considérais que je proposais à certains Africains de faire un film sur différents traits de leur comportement. Et je jouais avec eux le jeu le plus franc possible, c'est-à-dire que nous faisions le film, et après cela, je leur projetais les rushs, et s'il y avait des choses qui leur étaient désagréables, ou des choses qu'ils ne voulaient pas que l'on garde, eh bien je les coupais, même si pour moi c'était une merveilleuse image, ou s'il se passait à ce moment-là quelque chose d'important.
Et je crois que c'est la seule condition pour faire un travail qui soit valable. Si vous voulez, c'est une grosse difficulté qu'il y a dans notre métier d'anthropologue, dans lequel nous devons en principe être les observateurs de ces gens, et aussi détachés que possible, et ramener des documents qui donneront des livres, qui donneront tout ce qu'on voudra, pour les membres de notre culture. Or, les autres existent, et ils se demandent ce que vous faites au milieu d'eux. Quel droit avons-nous de venir chez eux et de venir leur demander la façon dont ils se lavent les dents, ou la manière dont ils courtisent une fille? Pourquoi? Est-ce que c'est possible? Au nom de quoi? Au nom de la science? Au nom de la découverte des hommes? Il y a autre chose, il faut leur expliquer que ce qu'ils sont, il faut essayer de leur faire comprendre à eux-mêmes que nous sommes là pour essayer de préserver un peu cette culture. Vous parliez tout à l'heure de ces religions ou de ces formes qui sont en train d'évoluer à une grande vitesse. Effectivement, elles évoluent. Et actuellement, nous avons peut-être la chance de pouvoir les enregistrer une dernière fois. Lorsque j'ai fait des films d'anthropologie traditionnelle, par exemple sur certaines cérémonies, eh bien c'est en accord avec les responsables de ces cérémonies, c'est en accord avec tous les Africains auxquels je disais, bien ce film, je le fais effectivement pour le musée de l'homme, mais le musée de l'homme, ce n'est pas parce qu'il est à Paris, le musée de l'homme est quelque chose d'international, c'est un musée dans lequel vous pourrez toujours découvrir, même vos enfants pourront découvrir ces manières de faire que nous considérons comme extrêmement valables, extrêmement respectables, et qui seront enregistrées aussi bien pour les autres hommes que pour vous-même. Alors c'est dans cet état d'esprit que j'ai fait du cinéma et que je continue à en faire. Avec un succès qui apparemment débordé les frontières. Enfin, ça débordait les frontières de l'anthropologie. Oui. Et à propos, vous disiez acteurs. Quand les acteurs voient, c'est une des choses, enfin une des images peut-être superficielles qu'on a de l'Africain qui est un excellent acteur. Est-ce que c'est vrai? Qui se prend à son jeu facilement. Et que ça peut même être excessif à l'occasion. C'est-à-dire qu'effectivement, l'Africain est un excellent acteur. C'est un excellent acteur comme le sont tous les gens qui ont quelque chose à dire et qui ont une certaine sincérité, qui ne souffrent pas d'un grand nombre de complexes sociaux, politiques ou religieux. Comme sont les enfants aussi. Comme sont les enfants ou sont les jeunes gens. Mais il a, entendons-nous, c'est un acteur qui reste très conscient de ce qu'il fait. C'est ça, ce côté enfantin ou puéril qu'on attribue toujours à l'Africain, ça va pas plus loin que ça. Ça, c'est dans Tintin qu'on lit ça. Ben, dans des Tintins qui se prétendent scientifiques à l'occasion. Non, d'ailleurs, j'exagère parce que Tintin reste très scientifique. Et c'est un des... même quand Tintin va au Congo et qu'il est sur le fleuve Congo, la chanson que chantent les piroguiers du Congo est une véritable chanson Ouadjénia que chantent les piroguiers Ouadjénia. C'est quand même un gros effort. Mais enfin, si vous voulez... Autrement dit, nos enfants qui lisent Tintin sont peut-être mieux renseignés sur l'Afrique que certainement, ceux qui lisent les dépêches. Que vous, certainement. Que ceux qui voient les films de Walt Disney, par exemple, ou les pseudo-documentaires que l'on tourne actuellement dans le monde et qui sont... Enfin, ne disons pas des escroqueries, ne soyons pas méchants, mais enfin, qui sont des mensonges systématiques dans lesquels, justement, on appuie sur le côté cannibale, sur le côté plume sur la tête, sur tous ces côtés. Enfin, je vais vous donner un exemple. On a fait un film sur le voyage de Louis Armstrong en Afrique. Et le réalisateur de ce film, à l'aéroport d'Accra, a dit « Mais où sont les Africains avec des plumes? Je ne vois que des gens en cravate et en col. » Alors là, si vous voulez, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de démystifier. Je suis actuellement en train de faire un film sur les chasseurs de lions à l'arc. Bon, les chasseurs de lions à l'arc ont des casquettes, ils ont des petits maillots de corps. Eh bien, ce sont des chasseurs en casquette et en maillot de corps. Qu'est-ce que ça peut faire? Et alors c'est ainsi, en démystifiant, pour ainsi dire, les gens sur l'Afrique, que vous rejoignez en pratique vos fins scientifiques, enfin que vous faites votre travail de savant. Oui, et c'est... Enfin, si vous Comme voulez, cinéaste j'essaye d'aller plus loin en tant que cinéaste. Par exemple, dans le dernier film que j'ai réalisé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, film sur la vie de 3 jeunes Africains perdus dans une ville moderne, qui arrive de la brousse. Qui arrive de la brousse dans la ville, et j'essayais de m'effacer en leur donnant la parole. Et c'est ce qui me semblait important, c'est de permettre à l'Afrique de s'exprimer. Et si vous voulez, enfin, l'une des grandes joies que j'ai eues a été l'accueil des Africains à Paris.
hier, Félix Leclerc m'a raconté une histoire qui m'a fait énormément plaisir, que je vous raconte en toute modestie. Il était à la salle du Comartin, où passait mon film à Paris. Je n'étais pas à Paris quand mon film est passé dans les salles. Celui des 3 jeunes Africains dont cela, vous parlez. Le film s'appelle Moins Noir. Et il était dans cette salle, et quand il était dans la salle, il y avait, au début du spectacle, il y avait des Africains qui arrivaient, qui ne savaient pas très bien où ils allaient aller, car vous savez, les films faits sur l'Afrique par des Blancs, c'est toujours un peu bizarre. Alors ils étaient un peu, ils me disaient, ils étaient un peu cachés dans leur fauteuil, un peu tassés. Puis au fur et à mesure que le film s'avançait, ils se relevaient, ils sortaient de l'anonymat. Et puis, c'était eux les premiers à rire, car c'était l'Afrique qui était là, puisque c'était des Africains qui parlaient. Et pour moi, si vous voulez, quand Félix Leclerc m'a raconté ça, ça m'a fait très, très plaisir, parce que c'est... Ils ne demandent pas qu'on les flatte, ils demandent d'être authentiques, quoi, quand on... Et alors, oui, c'est ce que j'ai cherché. C'est ce que j'ai cherché également, et c'est ce qu'il me disait, c'est que ce que m'ont dit beaucoup de spectateurs qui ont vu le film, c'est qu'au fond, les problèmes qu'exposaient ces garçons, le problème d'argent, courir les filles, ces merdes continuelles qu'il y a dans le commentaire, devant la vie, devant la difficulté d'exister, devant tout cela, ben, ce sont les mêmes merdes que les jeunes gens de tout le monde peuvent prononcer parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Alors, vous me parliez de la rigueur scientifique, je ne sais pas si tout cela est très rigoureux, mais en tout cas, c'est passionnant. C'est passionnant, ça existe, ça se passe. Je suis anthropologue, je suis africaniste. Il se trouve que j'ai la possibilité de faire cela. Eh bien, je pense que c'est mon devoir de le faire le plus sincèrement possible, en continuant à donner la parole à une Afrique qui ne demande qu'une chose, c'est à s'exprimer. Je ne demande qu'une chose aussi, c'est que des Africains prennent la relève, qu'il existe un cinéma africain, qu'il existe que l'on fasse des films où l'on renverse un peu la vapeur. Vous voyez, mon rêve, c'est de faire 2 films, l'un sur Paris, l'un sur New York, dans lequel ce sera un jeune anthropologue africain qui viendra et qui découvrira les sauvages de Paris, les sauvages de New York, et qui dira comment ils sont, comment nous sommes.